Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des accusés qui restent défiants alors que leur liberté est en jeu. Vous allez voir ces accusés perdre complètement leur sang-froid au tribunal. C'est parti! Très peu de coups d'éclat dans les salles d'audience peuvent rivaliser avec ceux de Jeremy Christian, membre du KKK, qui s'est présenté au tribunal pour le prononcer de sa peine après avoir attaqué et assassiné 2 hommes dans un train à Portland. Pour notre première affaire, nous nous rendons au tribunal du comté de Multnomah, où Christian est sur le point de montrer au monde pourquoi il méritait d'être enfermé derrière les barreaux. Mais commençons par le début. Jérémy Joseph Christian n'était pas étranger à la violence. Il avait été arrêté pour enlèvement et vol. Outre cette tendance à la violence, il était également un suprémaciste blanc qui proclamait ouvertement ses opinions extrémistes, racistes et antisémites et était prêt à commettre des crimes violents pour défendre ses convictions. Alors que tous ces signes annonçaient un désastre à venir, personne n'était préparé à la tragédie qui allait se produire le 26 mai 2017. En ce jour fatidique, Christian était à bord d'un train léger Portland Max lorsqu'il a tenu des propos haineux à l'égard de 2 adolescentes, dont l'une était musulmane et l'autre noire. D'autres passagers ont été troublés par ces actions, ce qui a incité Taliesin Mirdine, Namkai Mesh et Micah David Cole Fletcher à intervenir et à le confronter. Cependant, les choses se sont envenimées et les hommes ont commencé à se battre. En moins de 12 secondes, Christian, armé d'un couteau, a poignardé Namkai Mesh, Fletcher et un passant, Ricky Best. Namkai Mesh est décédé plus tard à l'hôpital, tandis que Best a été déclaré mort sur place. Seul Fletcher a survécu à ses coups de couteau. Christian a été arrêté et toutes ses comparutions au tribunal ont été dramatiques. Même lors de sa condamnation, Christian ne s'est pas retenu, sachant qu'il allait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il a non seulement maudit sa victime, mais a également déclaré qu'il souhaitait l'avoir tuée. Christian a finalement été condamné à 2 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il s'avère que Jeremy Christian n'est pas le seul membre du KKK à avoir étonné la salle d'audience par son jeu théâtral. Frazier Glenn Miller, responsable d'une fusillade qui a coûté la vie à 3 personnes, n'a montré aucun signe de remords pendant toute la période où il a comparu devant le juge. Prenez place au tribunal de district du comté de Johnson à Olathe, Kansas, où un moment choquant vous attend dans la salle d'audience. Si nous ne savons pas exactement quand Jeremy Christian a commencé à croire à l'idéologie de la suprématie blanche pour Frazier Glenn Miller Jr., cela remonte à 1979. En fait, ses convictions racistes étaient si dérangeantes qu'il a été renvoyé de l'armée américaine pour avoir diffusé de la propagande raciste. On aurait pu penser que c'était la fin, mais Miller a continué à fonder les Carolina Knights of the Ku Klux Klan en 1980, un groupe qui prônait ouvertement une nation entièrement blanche et qui était ouvertement favorable à l'apartheid. Au fil des ans, Miller s'est accroché à ses convictions racistes, parlant ouvertement de son aversion pour les Juifs en particulier. Ce n'est que le 13 avril 2014 qu'il a montré l'étendue de sa haine. L'après-midi précédent, M. Miller s'était rendu dans un casino du Missouri et, le 13 avril, il a appelé sa femme le matin vers 10h30 pour lui dire que ses gains avaient augmenté et que tout allait bien. Moins de 3 heures après cet appel, les autorités ont été alertées d'une fusillade qui a coûté la vie à 3 personnes. Miller a été identifié comme l'auteur de la fusillade et a été arrêté. Bien que sachant qu'il venait d'abréger la vie de ses victimes, il n'a montré aucun remords. Selon le Kansas, il a commencé à planifier la fusillade à la fin du mois de mars, après avoir été convaincu qu'il était en train de mourir d'emphysème. Il a affirmé qu'il avait besoin d'éliminer des Juifs avant de mourir. Curieusement, aucune de ses victimes n'était juive. Lors de son procès, Miller s'est représenté lui-même et s'est montré perturbateur tout au long de la procédure. À un moment donné, il interrompait grossièrement le juge, sans se soucier des conséquences. Il a finalement été condamné à la peine de mort, une peine que beaucoup considèrent comme justifiée. Bien que Kyla Norton et José Torres n'aient pas été aussi grossiers que les 2 premiers accusés, il était assez intéressant de voir le couple qui avait menacé d'assassiner des Noirs lors de la fête d'anniversaire d'un enfant devenir fou d'émotion en entendant leur sentence. Rendons-nous à la Cour supérieure de Géorgie pour assister à ce moment. À la suite de la fusillade de l'église de Charleston, dans le sud de la Californie, au cours de laquelle le suprémaciste blanc Dylan Roof a assassiné 9 Afro-Américains, l'exposition publique du drapeau confédéré a suscité une réaction massive. Norton et Torres, qui faisaient partie d'un groupe suprématiste blanc connu sous le nom de Respect the Flag, ont décidé de conduire une voiture alcoolisée dans les comtés de Paulding et de Douglas en guise de protestation. Armés de camions décorés de drapeaux confédérés, ils ont commencé à menacer de tuer des Noirs et, très vite, les appels au 911 ont commencé à affluer pour signaler leurs activités. Le groupe s'est ensuite rendu dans le comté de Douglas, où il est tombé sur une fête d'anniversaire organisée pour un enfant et a menacé de tuer les fêtards. Norton a chargé un calibre 12 tactique avec une crosse de pistolet et l'a remis à Torres. La famille, effrayée,
a appelé la police. Tous les membres du groupe ont été arrêtés et Norton et Torres ont été inculpés de 3 chefs d'agression aggravée, d'un chef de menace terroriste et d'un chef de violation de la loi sur le terrorisme des gangs de rue. Le couple a été condamné à une peine combinée de 19 ans de prison. Et ce verdict a semblé les choquer, puisqu'ils se sont effondrés en pleurs. Norton a même présenté ses excuses aux victimes. Malheureusement, l'acte était déjà accompli et leur destin était scellé. Norton a été condamné à 6 ans de prison avec 9 ans de mise à l'épreuve, tandis que José Torres a été condamné à 13 ans de prison avec 7 ans de mise à l'épreuve. Le couple a également été banni du comté de Douglas. Kayla Norton et José Torres ont peut-être commis un crime raciste, mais rien de comparable à celui commis par Brenton Tarrant, qui s'est lancé dans une fusillade qui a coûté la vie à 51 musulmans. Notre prochaine affaire se déroule à la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Prenez place dans la salle d'audience pendant que nous enquêtons sur les détails de ce crime horrible. Dès l'âge de 12 ans, Brenton Tarrant a commencé à montrer des signes de racisme. En 2017, il a déménagé en Nouvelle-Zélande en tant que jeune homme et est devenu membre d'un club de tir où il s'est exercé au tir au stand de tir. Pourtant, Tarrant était décrit par ceux qui le connaissaient comme un solitaire amical. Personne n'avait la moindre idée des sombres pensées qui l'habitaient jusqu'au 15 mars 2019, date à laquelle il s'est rendu à la mosquée Al-Nour et a ouvert le feu sur les fidèles, tuant 44 personnes. Il s'est ensuite rendu au centre islamique de Linwood où il a abattu 7 autres personnes avant d'être appréhendé. Toutes les victimes, à l'exception de 4, étaient des hommes âgés de 3 à 77 ans. Outre les personnes sauvagement assassinées, 40 autres personnes ont été blessées lors des attaques. Il a été inculpé de 90 chefs d'accusation, dont meurtre et tentative de meurtre. Sa condamnation a suscité beaucoup d'émotions, notamment de la part des familles des victimes qui ont exprimé leur mépris pour l'homme qui avait si brutalement mis fin à la vie de leurs proches. Ils lui ont souhaité le pire traitement possible. Finalement, Brenton Tarrant a été condamné à la prison à vie, pour ne plus jamais être libre. C'est la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande que la peine maximale est prononcée. Tout comme Brenton Tarrant, Peyton Gendron est un autre suprémaciste blanc qui s'est lancé dans une folie raciste et a mis fin à la vie de 10 Afro-Américains. Le plus étrange, c'est qu'il n'avait que 18 ans et qu'il nourrissait une haine profonde, suffisamment forte pour tuer. Nous nous rendons au tribunal du comté d'Erie à Buffalo, dans l'État de New York, où Peyton Gendron, qui a perdu la raison et tué des gens, est sur le point de répondre de ses actes devant la justice. Juste avant la fusillade, Peyton Gendron, 18 ans, aurait publié en ligne un manifeste de 180 pages qui fait principalement référence à l'immigration de masse. Ce manifeste promeut principalement la théorie du complot nationaliste blanc et du grand remplacement et affirme que les Noirs tuent les Blancs de manière disproportionnée et que les non-blancs vont submerger et anéantir la race blanche. L'accumulation de ces croyances a finalement conduit Gendron à ouvrir le feu dans le supermarché Tops de Buffalo et à tuer 10 personnes noires. La tragédie de ce qui s'est passé est trop grande, d'autant plus que le seul motif de l'attaque est un sentiment erroné de supériorité à l'égard d'une autre race. Gendron avait délibérément ciblé le supermarché Tops parce qu'il était situé dans un quartier majoritairement noir. Gendron a été appréhendé sans lutte et a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de meurtre au premier degré ainsi que de terrorisme intérieur. En novembre 2020, il a plaidé coupable de toutes les charges retenues contre lui par l'État et a même présenté ses excuses à la famille des victimes. Cependant, ces excuses n'ont pas suffi à atténuer la douleur et la colère des familles de ces victimes. Au niveau de l'État, Gendron a été condamné à 11 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son procès fédéral est prévu pour le 8 septembre 2025, le ministère de la Justice réclamant la peine de mort. Tout comme Peyton Gendron, Greg et Davis McMichael n'avaient aucune raison de tuer, mais ont décidé de procéder à l'arrestation d'un jeune homme qui faisait son jogging dans leur quartier. Résultat, ils l'ont abattu. Notre dernier cas se déroule au tribunal supérieur du comté de Glynn, en Géorgie, où un père et son fils, tous deux suprémacistes blancs, sont sur le point de découvrir que la justice n'a aucune préférence, quelle que soit la couleur de la peau. Le 23 février 2020, Ahmaud Arbery, 25 ans, faisait son jogging à Satilla Shores, un quartier de Brunswick. Il était loin de se douter que c'était son dernier jour sur Terre. Gregory McMichael, 66 ans, et son fils Travis, 34 ans, ont aperçu Arbery alors qu'il faisait son jogging et ont pensé qu'il s'agissait d'un voleur. Ils se sont alors armés de fusils et ont commencé à le poursuivre alors qu'il courait devant leur entrée. Au cours de la poursuite, les deux hommes sont passés devant la maison de leur voisin Roddy Bryan, qui est monté dans son propre camion et s'est joint à la poursuite, bien qu'il ne sache pas qui était Arbery ni ce qu'il avait fait. Au même moment, il a commencé à enregistrer une vidéo de ce qui se passait.
Pendant les 4 ou 5 minutes suivantes, ils ont continué à poursuivre Arbery et à essayer de l'encercler avec leur camion. Comme le montrera l'enregistrement de Brian, rendu public par la suite, Arbery n'était pas armé, ses mains étaient bien visibles, il ne représentait aucune menace pour les hommes et, en fait, il ne leur a jamais dit un mot. Au contraire, il a continué à essayer de s'enfuir. Finalement, Travis McMichael est sorti de son camion et a pointé son fusil de chasse sur Arbery. Ce dernier a tenté de se défendre et a reçu une balle dans la poitrine. Se rendant compte qu'il était blessé, Arbery a tenté d'attraper l'arme, mais Travis lui a tiré dessus à 2 reprises et il est mort dans la rue. Il a fallu 2 mois pour que les 3 hommes impliqués soient arrêtés et jugés pour le meurtre d'Ahmaud Arbery. Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête ont montré que les 3 hommes avaient des opinions racistes et les exprimaient ouvertement. Lors de son procès, Travis a affirmé qu'il n'avait agi qu'en état de légitime défense, alors que la vidéo montrait le contraire. Finalement, Greg et Travis McMichael ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Roddy Bryan a été condamné à 35 ans de prison pour son rôle dans le crime. En conclusion, chacune de ces affaires rappelle la persistance des divisions raciales. Les peines prononcées représentent non seulement une punition pour leurs actes, mais aussi un moyen de dissuasion pour ceux qui pourraient envisager de perpétuer la haine. Si cette vidéo vous a donné à réfléchir, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.